Alors là, on va laisser la parole à Myriam Brouard qui va animer donc cette 5e activité de la journée. C'est là qu'on va parler de web diffusion. Donc ça va être vraiment un exercice collectif, mobilisation d'intelligence collective. On va travailler ensemble sur un outil FFOM que Myriam va pouvoir bien vous expliquer, vous introduire. Donc on appelle vers la table les intervenants, Anna Pfeiffer, Anna Molunda-Beaupré, Marie-Claude Hamel, l'Apex Théâtre, Gabriel Ferron, Nicolas Berzy, CIT. Donc, est-ce que Véronique Bossé est là? Yes! Salut Véronique! Donc, on t'entend parmi nous. Vous pouvez prendre place où vous voulez. Les micros sont à partager. Voilà. Oui, Myriam, tu peux venir t'asseoir là, prendre ton micro. Donc, il va y avoir en temps réel un outil qu'on a préconçu. Caroline Gignac, à la recherche et stratégie politique au CQT, va les remplir en temps réel à partir des commentaires, des interventions qui vont se faire au fur et à mesure. Qui manque autour de la table? Nicolas? Nicolas, il est où? Ah, il arrive. Ah, c'est toi qui l'as dit. Je dis, il arrive, OK? Oui. Oui, Ariane de Télé-Québec, bien évidemment. Oui, excuse-moi, je t'avais... Oui. Oui, une chaise de plus pour Nicolas, merci. Excusez-nous, on arrive tout juste du lunch et d'une wikiloterie un peu troublante, donc j'essaie juste de... Oui, Nicolas, il est là. Donc, je renomme juste les intervenants. On a Ariane Télé-Québec, on a Gabriel de l'Apex Théâtre et aussi Périscope, double casquette. On a Anna et Anna de la compagnie Parésia. Elles vont amener 2 points de vue différents, metteuses en scène et comédiennes. On a Nicolas Berzy de CIT, point de vue d'un accompagnateur en production numérique. On a Marie-Claude Hamel pour du CEP et TAI et on a Véronique Bossé pour Youth Theatre. OK, donc bon panel. Alors, bonjour, je suis heureuse d'essayer de modérer puis d'animer le panel aujourd'hui. OK, oui, ça marche mieux. Je pense que durant la pandémie, on est venu vraiment avoir conscience que même dans des milieux qui sont plus traditionnels comme le théâtre, il va falloir trouver des façons de pouvoir diffuser ou de pouvoir utiliser la technologie à notre avantage pour garder notre audience puis les choses comme ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un atelier d'intelligence collective. On va utiliser vraiment les forces de tout le monde qui est sur le panel pour vraiment dresser un beau portrait de c'est quoi c'est quoi les choses qu'on peut utiliser pour former des stratégies pour aller de l'avant. Alors, c'est toutes les expériences des gens qui sont à cette table qui vont nous être utiles. Puis, quand on parle d'une analyse FFOM, on parle de force, faiblesse, opportunité et menace. Alors, quand on parle de force et faiblesse, c'est des forces et faiblesses qui sont propres à l'organisation. Alors, c'est des choses qui sont internes, qui vous permettent de vraiment arriver à rejoindre vos objectifs. Alors, tu sais, ça peut être votre équipe, ça peut être vos locaux, ça peut être tout ce qui est interne vraiment à l'entreprise. Alors, tant bien que mal. Alors, force et faiblesse. Puis, quand on parle d'opportunités puis de menaces, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Alors, c'est l'environnement externe. C'est qu'est-ce qui se passe, tu sais, dans l'environnement légal, politique, par rapport aux tendances.
toutes ces choses-là. Alors, c'est vraiment externe à l'organisation. Puis, je trouve que c'est toujours important de mettre les bases comme ça. Quand on commence à discuter, on peut vraiment commencer à mettre les choses dans les bonnes cases. Puis, de toute façon, si vous nommez quelque chose quand on parle de force qui est une menace ou une opportunité, je vais être capable de rediriger un peu. Puis, des fois, c'est une question de framing. Alors, on va travailler ensemble, puis j'ai vraiment hâte à cette activité-là. Alors, juste pour commencer, je sais que des fois, il faut comme briser la glace, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler à tout le monde qui est là de comment vous avez vécu ça? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant par rapport à web diffusion ou supports digitaux pour rediffuser vos pièces? Oui, moi je peux commencer parce qu'on est vraiment 100% dans ça. Bonjour, je suis Véronique Bossé ou VA, dépendamment. Je suis la co-directrice artistique du Youth Theatre, aussi la co-directrice exécutive. Donc, durant la pandémie, bien évidemment, toutes les shows sont cancellées, donc il faut trouver une façon d'aller rejoindre notre audience, qui est généralement des enfants ou des ados. Donc, tout de suite, la première pièce qui a été annulée, c'est Pandora, donc un texte de Sarah Bertium qui est avec 2 acteurs et un set vraiment très léger parce que c'est un spectacle qui habituellement tourne dans les écoles secondaires parce qu'au Youth Theatre, on fait encore ça de la façon un peu archaïque, c'est-à-dire on va dans les écoles tourner des shows pour ados. Donc, un set tout à fait léger, tout ça, et l'idée de faire quelque chose un peu en mode cinéma est rapidement apparu sur la table parce que j'ai des expériences connexes puis j'ai des équipes qui travaillent en cinéma aussi. Donc, on a décidé de faire ça, de le filmer, mais plutôt que d'avoir la captation derrière là, avec une caméra fixe un peu, puis essayer de mettre ça sur un stage puis d'avoir pas de public finalement dans la scène. On s'est dit, OK, bien, on fait une caméra vraiment comme immersive, je dirais, qui est le spectateur. Donc, à ce moment-là, ça voulait dire que, comme en théâtre ado, beaucoup, on s'adresse au public de façon très consciente, puis les personnages s'adressent directement. Bien là, c'était maintenant à la caméra. Et pour garder le côté vivant de l'art vivant, bien sûr, parce que c'est ça qu'on veut garder puis qu'on veut faire. Donc, il y avait déjà un spectacle qui existait avec des cues de son, avec des cues d'éclairage, une boîte, un set, des mouvements. On avait tout répété, on était prêts à partir en tournée. On a décidé de filmer ça en un seul plan séquence. Donc, c'est devenu finalement une espèce d'expérience de mix de cinéma et de théâtre. Là, je présente ça, puis voilà. Et à partir de là, parce que je pourrais aller plus dans les détails, qu'est-ce qui a été les challenges, mais je ne veux pas... Et à partir de là, on a fait ce premier spectacle filmé-là, qu'on pourrait appeler, qui a créé vraiment un engouement. On a finalement créé notre plateforme qui s'appelle youdigital.ca, sur lequel on peut, les professeurs peuvent aller, les éducateurs, consulter plein de choses par rapport à la pièce et acheter le spectacle. Et ça a découlé en plusieurs autres contrats, dont un avec Télé-Québec. On a fait maintenant des adaptations en français de nos spectacles et un est actuellement disponible et d'autres s'en viennent sur Télé-Québec. Toujours le même format, donc des plans séquences de spectacles ados. Alors, Véronique, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que, d'après toi, le fait que vous aviez déjà la structure où est-ce que vous bougiez d'école à école, puis vous aviez un set qui était assez léger, ça vous a aidé? Est-ce que ça, c'était une des forces qui vous a aidé à faire le pivot quand vous avez comme décidé de filmer puis de rendre ça? Oui. Définitivement, le fait que la structure est légère, dans le sens où même la structure de la compagnie, on est une toute petite équipe, on a été capable de se virer de bord de façon assez 180. Ça a demandé beaucoup d'efforts, là, puis on était juste... Ça aussi, c'est la petite équipe, ça irait aussi dans éléments nuisibles, donc en tout cas, ça peut aller dans les deux. Oui, certainement que, en tout cas pour le premier, après, ça a été de penser ce concept-là plus loin, puis de se dire, bien, OK, oui, du théâtre filmé, mais pourquoi, puis comment, puis... Donc, le deuxième n'est pas du tout dans un décor. Il est filmé à l'extérieur, mais avec des cues de lumière quand même intégrés. Les lumières sont sur une clôture, là, finalement, puis on est en dessous du canal de la Chine.
en plein hiver, il fait fret, un truc nuisible, filmé dehors. Donc, en tout cas, c'était donc finalement d'essayer de découvrir qu'est-ce que ce nouveau produit hybride qui peut mélanger les deux arts, mais aussi deux sortes de mondes, là, du monde de théâtre puis d'art vivant avec du monde de cinéma. Il y avait vraiment des façons de travailler puis plein de choses à découvrir pour le deuxième, qui a été quand même assez... c'est ça, la découverte là, de comment ça se mélange de façon finalement très, très bien, mais aussi c'était compliqué. Là. Et finalement, ben là, le troisième s'en vient, on filme le troisième à l'automne. Et là aussi, c'est comment on fait pour ne pas se répéter puis trouver quelque chose de nouveau. Fait que oui, okay. Le set léger, c'était un début, en tout cas, qui a été positif pour aller de l'avant. Alors, c'est ça. Moi, je vais prendre aussi des interventions des autres personnes à la table, mais des choses que j'ai relevées, c'est que, oui, le fait que c'était une plus petite structure, alors le fait que vous aviez une petite équipe qui était vraiment, très bien rodée, vous avez pu, comme, être très, responsive puis bouger. Mais d'un autre côté, c'est sûr que quand vous voulez, après, comme, élaborer des choses plus complexes ou plus compliquées ou développer des concepts, bien là, la petite équipe. Alors, quand on fait un tableau comme ça, force, faiblesse, opportunité, menace, il y a des choses qui peuvent être dans les deux. Oui. Alors, c'est sûr que ça vous a été dans un cas, dans un autre cas, c'est un peu limitatif. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui aimeraient aussi nous parler de leur expérience, puis qu'on puisse... Oui, Nicolas, merci. C'est super. Bravo, U-Theater. Je trouve que c'est un bon timing pour intervenir parce que moi, j'ai été appelé à beaucoup travailler au sein de la webdiffusion, mais l'autre type de webdiffusion, souvent, quand on parle de webdiffusion, on oublie de distinguer la en différé de la live. Donc, moi, j'ai dirigé une compagnie de théâtre, je suis metteur en scène, puis pendant la pandémie, j'ai changé de rôle. Je suis devenu comme un accompagnateur pour les compagnies puis pour les diffuseurs à travailler en interaction avec des pipelines de production technologique, de captation, tout ça. Fait que je me positionne entre les deux. Puis on a aidé plusieurs compagnies, dont Danse à live streamer de la Place des Arts les spectacles de l'année dernière. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un studio d'équipement pensé pour se connecter, s'imbriquer dans les étapes de création et de production des arts vivants. Parce que souvent, ce qu'on avait noté, le clash, c'était que tu as la compagnie de création scénique, tu as la gang cinéma, puis les deux parlent un langage qui n'est pas toujours concordant. Ils ne veulent pas les mêmes choses au même moment, la même attention au même moment de tel membre technique. Donc, on a essayé de penser à une structure mobile, rapide. Ça a été compliqué, ça a été long. Mais là, on est arrivé à un modèle assez fluide où on arrive avec l'équipement de captation dans une résidence technique où l'équipe elle a son éclairage, son décor, tout est prêt. Et il faut comprendre que nous, on se prépare à s'installer avec le public, donc à cohabiter avec le public. Donc, ce n'est pas en porte-à-faux, finalement, avec la représentation publique, parce que souvent, on dit la webdiffusion comme alternative à l'expérience en salle. Là, c'est une expérience hybride. Fait que tu as le public qui voit le show, puis tu as des caméramans qui voient le show, puis tu as du public en distance qui peuvent le regarder. La difficulté, ben, c'est de réussir à s'immiscer dans la réalité budgétaire, c'est les coûts. Nous, ça a été rendu possible. On a pu le faire seulement à cause qu'on a eu un financement du ministère de la Culture qui nous... dans le fond, où notre mandat, c'était d'absorber ces coûts-là pour les diffuseurs puis pour les compagnies. Donc, les compagnies de théâtre ne payaient rien et les diffuseurs non plus. En fait, c'est toute notre structure qui absorbait les coûts. Fait qu'on a pu évaluer un peu c'est quoi les temporalités, à quel moment c'est important d'intervenir, à quel moment le metteur en scène ou la metteuse en scène ou la chorégraphe doit intervenir pour avoir un impact sur le storyboarding, sur quel plan. Parce que là, comme on est avec un public, on doit placer des caméras qui ne dérangent pas le public, puis on doit choisir des angles. Avantage, on a des angles qu'on n'avait pas, comme par exemple une caméra au plafond. Il y a certains angles que les caméras vont nous donner que tu n'auras jamais si tu es assis dans le public, à l'italienne. Désavantage, une grosse congestion technique à l'entrée en salle. Non seulement la compagnie doit s'installer avec sa scénographie et tout ça, mais l'équipe de captation doit venir s'installer aussi.
le réseau, la question du réseau, la question des latences dont parlait Mireille tout à l'heure. Et aussi ce qu'on a découvert, qui était quelque chose qu'on négligeait, parce que souvent quand on parle de web diffusion, on parle de mais qu'est-ce qu'on choisit comme image cinématographique. Personne ne parle de son, ou en tout cas on en entend peu parler. C'est le nerf de la guerre, c'est ça qui bug. Quand quelque chose bug, c'est le son. C'est rarement on ne voit plus l'image. C'est souvent le son, et ça prend un ingénieur de son qui coûte cher, et ça en prend un dans la salle, ça en prend un avec l'équipe de captation. Ça prend une chaîne donc, de connectique où les deux fonctionnent. Ça prend quelqu'un qui va balancer le son en salle, mais quelqu'un qui va balancer le son parce que la plateforme de web diffusion, elle compresse le son d'une certaine façon. Donc, il y a des choses qu'on a découvertes par rapport à ça. Donc, je vais laisser la parole aussi à d'autres, là, mais... Oui, alors juste pour revenir là-dessus, je vois que il y a beaucoup d'avantages. Alors, des avantages, c'est qu'il y a des prises de vue, des choses qu'on ne peut pas faire dans le théâtre traditionnel, puis aussi d'avoir les audiences en temps direct, différé, mais aussi d'avoir live dans la salle, live à la maison. Je pense qu'on en parlait aussi avec Gabrielle tout à l'heure. Puis après, il y a aussi un désavantage ou une faiblesse, c'est il faut beaucoup de matériel pour arriver à ça. Alors, il y a de la congestion technique dans la salle même, même à l'entrée, les choses comme ça. C'est difficile de trouver les ingénieurs de son. Il peut y avoir des problèmes avec, tu parlais de latence, comme peut-être que le sync pour le son est off. Bien, l'Internet à la maison, nous, l'équipe technique, on n'a pas le contrôle sur le réseau de la personne qui reçoit. Donc, en fait, c'est nouveau pour les arts vivants de se dire « Ah, je n'ai pas le contrôle sur l'expérience de mon public parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise comme outil. » Puis là, des fois, ils vont dire « Ah, ils vont se plaindre que c'est la plateforme, mais on ne sait pas si c'est leur Internet, leur ordinateur. » Mais j'ai oublié un avantage pour terminer, c'est la documentation. C'est qu'en web diffusant, on archive un montage live de très haute qualité des spectacles en même temps qu'on le web diffuse. Donc, la qualité des archives et la quantité d'archives qu'on va accumuler pour des bibliothèques d'art vivant pendant qu'on fait le show, ça va révolutionner, je pense, les études sur les arts vivants, l'accès à ces shows-là pour les chercheurs, pour les publics. L'archive, la documentation, pour moi, ça a été, je le sous-estimais au départ. Finalement, je découvre que c'est le gros avantage de ça, c'est la pérennisation des archives et la qualité des archives qui en ressort. Oui, Gabrielle, je vois que tu veux... Oui, je trouve ça super intéressant parce que, nous, en fait, à l'Apex, on est une petite compagnie de production. D'abord, on est une compagnie de 4 ans d'existence, mais notre mandat, c'est de réfléchir sur le rôle du théâtre à l'ère numérique. Fait qu'on est vraiment dans ces réflexions-là depuis le tout début. Puis, la pandémie, c'est drôle, nous a amené deux performances en web diffusion différentes. Il y en avait une qui était live, puis qui était vraiment une réaction là, de tout d'un coup, on a un laboratoire sur la prise de parole à l'ère des réseaux sociaux, puis on voulait faire un parcours théâtral, puis on est tombé en confinement. Donc, on a transposé ça dans notre résidence de création en performance live sur Zoom avec des segments déjà filmés, puis des segments live. Puis, c'est ça, on a vraiment créé une communauté à chaque représentation avec cette diffusion-là via Zoom, cette performance-là. Puis, plus tard, en fait, plus récemment, on a filmé une pièce qu'on avait présentée en 2019 puis qu'on cherchait à rediffuser, en fait, à reprendre dans un théâtre. Puis là, avec les bouchons de diffusion puis tout ça, on est allé chercher un financement pour faire une captation dans le but de justement la web diffuser. Fait qu'on est allé en différé à ce moment-là. Mais elle a été diffusée suite à la reprise de la pièce parce que, contre toute attente, finalement, on a pu reprendre la pièce au Périscope. Donc, c'était vraiment deux contextes très, très, très différents. Il y en avait un qui était en confinement, il y en avait un où les salles étaient réouvertes, il y en avait un qui était en direct, puis il y en avait un qui était en différé. Les expériences étaient extrêmement différentes, extrêmement différentes. C'était pas du tout la même chose. Et je pense pour les gens qui ont reçu les spectacles, c'était vraiment pas non plus le même type d'expérience. Puis pour nous aussi, comme artistes, c'était pas du tout la même chose. Nous aussi, on est allé vers un hybride entre le cinéma et le théâtre pour notre captation. Puis je pense que c'était, en tout cas, à mon avis, c'était un bon choix parce que même avec
en étant une petite compagnie qui n'a pas énormément de moyens, on est arrivé à avoir un super beau résultat de qualité, justement au niveau de l'image et du son. Fait que ça, on était vraiment, vraiment contents, mais je pense que c'était aussi à cause du fait qu'on était allé dans un hybride entre cinéma et théâtre. On n'avait pas une caméra fixe. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu des expériences de web diffusion un peu décevantes en début de pandémie. Surtout, on explorait, on pataugeait dans ça. Par contre, l'affaire de l'archivage, moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, on occulte le fait que les téléthéâtres, c'est pas nouveau. On a l'impression que c'est une nouvelle réalité issue de la pandémie, mais c'est une affaire qui existait avant. Et même moi, quand j'étais jeune, je viens de Trois-Rivières, puis un de mes premiers contacts avec le théâtre, c'est via les téléthéâtres. Puis des fois, je trouve que, en tout cas, nous, la web diffusion qu'on a fait en différé, on l'a beaucoup concentré dans notre région où il y a déjà une offre artistique en art vivant, tu sais. Puis je pense que, en tout cas, dans le futur d'exploration de la diffusion, là, de captation, je pense qu'il va falloir réfléchir à cette idée-là de sortir des grands centres où les gens ont déjà accès aux arts vivants et d'aller plutôt vers soit les régions ou l'international. Parce que moi, personnellement, en tout cas, comme consommatrice aussi de ciné-théâtre, c'est beaucoup aussi l'accès aux œuvres auxquelles j'avais pas accès qui étaient vraiment intéressantes. J'ai écouté beaucoup justement le National Theatre, oui, c'est ça. Puis on avait accès tout d'un coup à ça, puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense c'est d'exporter hors des centres où les gens ont déjà accès à nos œuvres pour leur donner, leur donner accès à ce qu'on fait ici, finalement. Totalement. Voilà. Alors, moi, c'est une chose que je vais retenir de ce que tu dis aussi, c'est que là, maintenant, le théâtre québécois a comme la possibilité de s'exporter. Comme avant, peut-être, tu avais comme des choses comme l'Opéra du Met ou des choses comme ça que tu regardais, mais c'était pas des petites compagnies qui s'exportaient nécessairement. Puis, on sait qu'il y a beaucoup de gens de la francophonie à l'extérieur, puis tout, mais ça donne des nouveaux publics. Alors, c'est super intéressant, puis ça, c'est une belle opportunité. Je ne sais pas si on... Oui, je voulais venir parce que aussi le fait qu'on capte, bien, ça donne aussi des opportunités à des diffuseurs comme Télé-Québec. Alors, je voulais venir... Oui, j'avais à faire ça. Merci. Donc, Ariane Granton-Jacob, moi, je suis à la Fabrique culturelle, donc c'est sûr que l'enjeu des régions me touche beaucoup. C'est le volet régional, en fait, de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Mais je suis ici, en fait, comme porte-parole de Télé-Québec au complet, c'est-à-dire que même si le théâtre n'est pas mon expertise, pour me préparer aujourd'hui, j'ai consulté, en fait, mes collègues qui ont travaillé à la diffusion des différentes productions théâtrales, puis je vais tout de suite rebondir, en fait, sur ce que tu disais. Quant à l'exportation des contenus, on vient d'apprendre, ça a été annoncé il n'y a pas longtemps, en fait, qu'une des diffusions qu'on a faites, c'est sûr que c'est d'un spectacle, disons, très, très grand public, La face cachée de la Lune, mais vient d'être vendu, en fait, à TV5 Monde et va être diffusé le 25 juin, 21h, ou en tout cas, dans différents pays de la francophonie. Mais ça c'est une nouvelle donne pour un diffuseur comme Télé-Québec, parce que c'est sûr que le financement, en tout, Télé-Québec, disons, entre le 4 décembre 2020 et le 1er avril 2022, j'ai mes chiffres exacts devant moi, donc c'est ça, il y a 7 captations théâtrales qui ont été faites sur une vingtaine de captations culturelles qui incluent du cirque, de la danse, de la musique et le théâtre. Puis, on a été... absolument, en fait, ravis, super agréablement surpris de voir la réponse du public. C'est-à-dire que on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait une chaude compétition entre le cirque et le théâtre, parce que le cirque est aussi un média, un format culturel qui est très consommé, puis qui s'adresse à un public très large. Mais le théâtre a très bien performé. Donc, c'est sûr que la musique est ce qui rejoint le plus de façon générale en termes de chiffres, là, on le voit dans les statistiques. Mais le théâtre arrive en deuxième lieu, avant le cirque et avant la danse aussi. Donc, puis pourtant, pour chacune des captations qu'on a faites, dans le fond, donc ce sont 7 captations théâtrales, je peux peut-être juste vous les nommer. Il y a La face cachée de la Lune, il y a eu Les étés souterrains de Steve Gagnon avec Guylaine Tremblay, entre autres. La pièce Les Harding, Le Petit Prince, L'Assemblée, théâtre documentaire, Embrasse de Michel-Marc Bouchard et La nuit du 4 au 5 de Rachel Gratton. Pour chacune de ces captations-là, il y avait 2 diffusions.
à la télévision. Puis la deuxième diffusion était dans un créneau dans lequel il y avait beaucoup de compétition. C'est-à-dire, c'est le créneau du dimanche soir, pendant tout le monde en parle, etc. Puis encore là, le public était au rendez-vous. Puis quand on a dégagé une moyenne de tout ça, là, en moyenne pour chacun des spectacles, il y avait 150 000 téléspectateurs, téléspectatrices qui ont vu à la télévision. Puis on avait aussi un visionnement qui était disponible sur ce qu'on appelle l'OTT, qui est en fait l'équivalent de Tout.tv pour Télé-Québec. Donc on a une application aussi, je vous le dis à tout le monde. Mais donc une application qui permet de se brancher sur sa télé ou d'écouter sur son téléphone. Puis malgré le fait que certaines pièces de théâtre, comme par exemple La face cachée de la Lune, n'étaient pas disponibles longtemps, on est allé chercher à peu près 90 000 visionnements en moyenne sur l'application. Fait que ça, pour nous, c'est un succès. C'est sûr que c'est un financement, vous l'avez tous dit, dans le fond, c'est un financement qui est venu un peu en extra à cause de la pandémie. Donc, c'est la même chose pour Télé-Québec. C'est un financement qui est arrivé en extra. Par contre, c'est un financement qu'on travaille très fort. Là, c'est plus au niveau de la direction, c'est pas à mon niveau du tout, mais qu'on travaille très fort à renouveler parce que on est dans le mille du mandat de Télé-Québec. Là, je ne veux pas faire de blabla corporatif, là, mais de faire rayonner la culture, la faire rayonner dans nos frontières, mais à l'international aussi, puis la faire rayonner pour justement pas juste dans les grands centres. Moi, je partage ma vie, en fait, entre la Gaspésie puis le Montréal. Puis c'est sûr que j'ai pas accès aux mêmes choses. On a une offre culturelle qui est beaucoup plus diversifiée maintenant en région, mais c'est quand même pas la même que dans les grands centres. Fait que d'avoir accès à des diffusions comme ça, je pense que c'est ça. Ça, c'est vraiment un plus. Ce que je dirais par rapport à l'exercice qu'on est en train de faire, moi, je voyais comme opportunité, en fait, la démographie. C'est-à-dire qu'en ce moment, puis les diffuseurs sont très alertes, disons, par rapport à cet enjeu-là, c'est que on est face à une démographie où le public est de plus en plus vieillissant. Le public qui consomme le plus les contenus culturels, d'après ce qu'on a, nous, les résultats de recherche et développement Télé-Québec, c'est un public plus âgé, de 50 ans et plus. Ce public-là peut connaître des défis de mobilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus vulnérables, peut-être moins enclines maintenant à retourner dans des salles en contact avec plein de gens s'il y a des conditions de santé. Bref, je trouvais que l'arrivée de cette nouvelle façon de diffuser-là est une façon de profiter aussi de l'opportunité que nous donne la démographie en même temps. Parce que d'un côté, on a un public qui est plus vieillissant, le public le plus consommateur de culture, mais on a aussi un effritement de la consommation culturelle du côté des jeunes qui sont, comme on l'est toutes, en fait, très, très attirés par tout ce qui se passe au niveau mondial, puis on a accès. Il y a une surabondance de produits et de choses absolument passionnantes et fascinantes qu'on pourrait écouter et ne faire que ça. Mais bref, donc, le fait de pouvoir se trouver sur leur chemin, c'est-à-dire whoop, ah ben, regardons ça sur un réseau social, ils trouvent quelque chose peu importe la plateforme qui est utilisée, mais l'idée, c'est de se trouver sur le chemin des gens, de s'organiser pour aller placer des petites bandes-annonces, etc., puis amener les gens à une écoute après en ligne plus longue. Mais donc, c'est un peu ça, disons, que je peux apporter là, au niveau de ce que l'expérience de Télé-Québec. C'est sûr que les coûts de diffusion, ce que je peux dire, c'est que le coût à l'heure aussi, par rapport aux contenus qui sont produits dans l'enveloppe régulière, avec l'enveloppe financière régulière de Télé-Québec, c'est sûr que le coût à l'heure d'une diffusion, d'une captation théâtrale est beaucoup plus élevé. C'est aussi un contenu télévisuel qui est difficilement commercialisable parce qu'on doit diminuer le nombre de publicités pour permettre aux gens de suivre le film. Donc, c'est un enjeu, disons, de ce côté-là. Par contre, la volonté, puis tu sais, on a eu une espèce de grande rencontre régionale il n'y a pas longtemps dans laquelle on a rencontré les membres de la direction, puis la directrice, entre autres. Et puis, elle nous réaffirmait à quel point elle souhaite aller chercher ces enveloppes-là parce que nous, ce qui nous fait triper, c'est bien sûr, c'est de faire des projets comme ça, tu sais, parce que c'est plus compliqué, mais c'est ça, on n'est pas à Télé-Québec pour rien, là, on est passionnés. Fait qu'on souhaite beaucoup que ça se fasse. Une autre des pistes, en fait, pour profiter peut-être justement
disons, du changement d'habitude de consommation culturelle des consommateurs, en fait, du public, j'aime pas ça dire ça, les consommateurs, mais je pense que peut-être qu'il pourrait y avoir davantage, disons, une idée de travailler ensemble, parce que si, tu sais, on a un problème de découvrabilité, tous les médias ont un problème de découvrabilité, que ce soit Télé-Québec, Radio-Canada ou les compagnies de théâtre, tout le monde est face à ce problème-là. Puis, est-ce que c'est possible de se regrouper à ce moment-là? Puis, qu'il y ait des captations, vous faites des captations qui sont extraordinaires. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une idée que je lance, je m'engage, c'est pas un engagement de Télé-Québec, là, mais est-ce que de regrouper certaines captations sur une application comme celle de Télé-Québec, ça pourrait aussi être celle de Tout.tv, ça pourrait être, voir c'est où les ouvertures, ou quels sont les rendez-vous des consommateurs? Est-ce qu'il y a des ouvertures là? Est-ce qu'il y a une espèce d'agrégation de contenu pour essayer de contourner ce défi de découvrabilité-là? Mais c'est certain que je pense qu'au sein des diffuseurs, la volonté est là parce qu'on est au premier plan des passionnés de culture, de théâtre, etc. On souhaite faire partager ça, c'est ça le cœur de notre passion. Voilà. Oui. Excuse-moi. Mais merci beaucoup, Ariane. Je pense que tu as apporté beaucoup de beaux enjeux. Tu sais, quand on regarde la découvrabilité, c'est définitivement une des menaces parce que c'est plus difficile, mais l'accessibilité par rapport à quand tu parlais de juste trouver le théâtre sur ton chemin, comme « Oh, there's the... » Tu sais, alors c'est définitivement quelque chose qu'il n'y avait pas quand c'était seulement en salle, parce qu'il fallait vraiment, tu sais, acheter un billet et y aller, puis c'était plus comme, en marketing, on va dire, c'est quelque chose qui prenait plus d'efforts. Alors, c'est more effortful marketing. Alors, moi, je ne sais pas si je peux passer à Anna ou quelque chose, de nous parler aussi de comment vous vivez ça, aussi en tant qu'artiste, Anna. Alors, je sais qu'on a Anna avec 2 N, Anna avec 1 N. Alors, je sais que Anna avec 2 N, toi, je ne sais pas si tu veux parler des forces, des faiblesses, de comment tu vis ça aussi en tant qu'artiste. Mais oui, certainement. Je vais laisser Anna 1 N débuter, parce que c'est vraiment elle qui était à la tête, là, qui a mené ça de façon extraordinaire. Puis après, avec plaisir, je vais partager mon vécu. Bon. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Anna Pfeiffer. Je suis metteur en scène, aussi actrice. Je suis d'origine péruvienne. Et ici, j'ai fondé la compagnie Parecia, compagnie de théâtre, avec Anna Beaupré et Thomas Leblanc. Bon, on arrive à ce travail de diffusion. Vraiment, c'est la pandémie qui nous amène. Je vais raconter, j'ai 4 points importants qu'on a parlé, et après je vais revenir à ces points, mais un peu par l'historique, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'on a vécu ça. Numéro 1, les archives, je trouve un point très important, l'opportunité de voir des spectacles de partout dans le monde et aussi de que les gens à l'international puissent les voir. J'ai aussi un point que j'ai réfléchi beaucoup sur une sorte de démocratisation du théâtre, de la relation entre les spectateurs et le public. Qu'une web diffusion menait un peu, j'ai senti que le public était même dans les mêmes plateformes. Dans le théâtre traditionnel, tu es un acteur, tu es dans un espace spécial, mais le public dans un autre. Et dans cette sorte des expériences, j'ai réfléchi beaucoup à cette place des publics, que je trouve qu'il y a une clé importante. Et finalement, je parlerai aussi en tant que petite compagnie, c'est-à-dire pour nous, c'était vraiment dur de trouver la diffusion. Alors aussi, ça me fait penser d'autres formes de diffusion pour ne pas être dépendant tout le temps des réseaux de théâtre de diffusion. En tant que petite compagnie, dite de la diversité, c'est beaucoup de travail pour ouvrir une porte dans un théâtre de diffusion. Alors ça aussi, j'ai pensé. D'un autre côté, je suis une artiste de théâtre, c'est-à-dire les contacts avec le public, c'est énorme. Alors c'est des choses à réfléchir, les contextes vivants et tout ça. Alors, l'historique, la petite historique, c'est on a créé Happy Hour en 2020, juste avant la pandémie, en présence au Théâtre Prospero, avec Anna Beaupré et Thomas Leblanc. Bon,
les choses ont fonctionné, on avait la salle pleine, on était contents, c'était notre première, notre deuxième pièce, même notre première comme compagnie. Après, le théâtre des écuries nous appelle, ils sont intéressés à diffuser Happy Hour pour le 2021. On dit OK, la pandémie arrive. Alors, stop, pause totale. Et quand arrive le temps à parler de la diffusion, dans quelles conditions, le théâtre nous offre, écoute, tu fais un laboratoire d'une autre show, d'une autre création, ou tu vas en web diffusion. Alors, dans ce moment, j'ai dit, je vais aller en web diffusion, mais je ne voulais pas faire le streaming live. J'ai dit, c'est l'opportunité d'explorer une nouvelle version, que pour moi, c'était un objet filmique. Il me donnait le temps sans attendre parce qu'on avait les ressources, les compagnies de théâtre, on était appuyés. Alors, pour la première fois, je disais, je ne sais pas si les publics vont connecter, combien de billets, tout était payé. Alors, pour moi, en tant qu'artiste, c'est l'opportunité de vraiment explorer qu'est-ce que ça signifie mettre une pièce théâtrale dans une plateforme filmique. Heureusement, bon, j'ai eu une partie de ma vie que j'ai fait du cinéma et j'ai fait la direction artistique, direction générale. Alors, j'avais ma tête pour comprendre quelqu'un qui fait le cinéma, les langages, les choses très importantes. Alors, la première chose, c'est que j'ai cherché un artiste visuel. J'ai fait comme... Et il y avait quelqu'un qui, par les images, j'ai dit, c'est ça, ça va avec ma pièce. Et aussi, j'ai dit, je ne veux pas aller en streaming parce que je me demandais, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Est-ce que ma pièce, ça va apporter quelque chose à ma pièce? Et j'ai dit non. Ce qui va apporter, c'est faire un très beau objet filmique. Avoir le temps, avoir, comme quand on fait le cinéma, on fait ça. Alors, j'ai choisi ça, j'ai trouvé la personne. Léon, j'ai oublié le nom, non, Alejandro de León, excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai eu un matin un peu difficile au niveau santé, alors il y a des choses qui bougent. Mais bon, Alejandro de León, c'est un artiste visuel mexicain. Alors, j'ai travaillé avec lui. La première chose, on a vu la pièce, j'ai envoyé l'enregistrement, on a vu les textes. Moi, j'ai fait la division comme storyboard. Et j'ai pensé avec lui, avec d'autres caméras. C'est-à-dire, j'ai l'opportunité, tout de suite, ça bouge. Ce n'est pas un angle fixe, c'est des angles, des petits espaces que je pouvais travailler, même dans la dramaturgie. Avec les acteurs, on a aussi changé un peu les textes. Alors, ça a été un travail préalable à la journée de diffusion, beaucoup de préparation. Mais je crois que ça fonctionnait. C'était un gros travail. Et la journée est arrivée, et on a fait ça. Je pense qu'on a réussi à avoir un produit de qualité très beau qui m'a permis aussi de contacter des diffuseurs à l'international. C'est ça. Merci, Anna. Si je veux juste, comme on en avait touché aussi avec Nicolas, l'idée d'avoir différents angles, de pouvoir explorer, de pouvoir voir le théâtre de façon différente, comme avec le jeu des caméras, les choses, de pouvoir regarder avec l'artiste visuel Alejandro de León, ouais. De vraiment pouvoir conceptualiser différemment. Ça, c'est définitivement une force par rapport à vous parce que vous avez été capable de faire ça. L'autre chose que vous avez parlé, c'est aussi par rapport à la démocratisation. Alors, quand on parle de théâtre aussi, on sait que souvent, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller au théâtre. Puis même dans le théâtre, des fois, il y a des sections où est-ce que les gens qui sont peut-être plus fortunés, qui peuvent se payer des meilleurs billets, d'autres billets. Mais là, on parle de l'expérience qui est comme la même pour tout le monde. Alors, si on le visualise,
Alors, définitivement, quand on parle de démocratisation, quand on parle de diversité et d'inclusion, c'est définitivement quelque chose qu'on vient de relever, que je trouve qui est super intéressant. Je pense que aussi une des faiblesses que vous avez parlé, c'est que, tu sais, quand on est une plus petite compagnie, peut-être une plus petite compagnie qui est issue de la diversité, peut-être que c'est plus difficile de trouver les contacts pour entrer en web diffusion ou pour avoir je ne sais pas si c'est des contrats ou des licences, je ne sais pas, mais d'avoir des personnes, des diffuseurs. Oui. Alors, c'est ça. Alors, ça, je mettrais ça par rapport à une faiblesse. C'est quand on est le plus petit organisme, peut-être qu'on a moins de contacts puis moins de facilités. Puis ça, c'est définitivement quelque chose qui va freiner parce qu'on ne va pas pouvoir diffuser. Alors, vous avez été capable, à cause de votre ingénuité puis tout, de tourner puis d'aller, OK, bon, ben, on va faire une diffusion différemment. Alors, ça, c'est définitivement une des forces de votre... puis, c'est ça, je trouve que c'était intéressant d'avoir des nouvelles versions aussi du produit que vous faites. Et puis, je pense qu'Anna l'a nommé, mais je veux, parce que là, je la trouve très, très humble. Alors, comme elle l'a dit, on est vraiment une petite compagnie, on débute, hein, comme tout le monde, il faut manger ses croûtes. Et ce que cette web diffusion nous a permis, c'est vraiment ça a été visionné par des gens qu'on ne s'attendait pas. Il faut toujours que ça arrive. Ça a été visionné par des gens qu'on ne s'attendait pas à l'international et ça a ouvert des belles opportunités. On a eu des belles répercussions suite à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, nous aurait pas nécessairement été permis si on avait joué physiquement dans le théâtre, les représentations. Donc ça, c'était complètement des suites totalement inattendues qui ont été possibles grâce à la web diffusion. Et c'est sûr que moi, en tant que comédienne, interprète, je me suis prêtée au jeu parce que la situation était extraordinaire. Mais c'est sûr qu'étant actrice de théâtre, ben, on n'y prend pas tant son pied, là. Hein? Je veux dire, on ne va pas tant se mentir. Ça reste un objet super intéressant qui offre des belles possibilités, mais ça reste pas... C'est pas l'art vivant pour lequel cette passion m'habite depuis tant d'années. Donc, ça serait définitivement un moins. Après ça, on comprend... après ça, est-ce que ça devient un plus à une production? Est-ce que ça devient comme un ajout? Donc, le spectacle joué en présentiel. Après ça, la web diffusion vient comme un complément, comme un plus. Oui, pourquoi pas? Mais que ça, ça reste un peu frustrant là, au niveau du rôle d'interprète, je dirais. Là. Alors là, si je t'entends bien, Anna avec 2 M, oui? Anna avec 2 M. OK. Alors, c'est définitivement peut-être une faiblesse au niveau de l'interprète parce que vous êtes habitué aussi avec comme... Qu'est-ce qui arrive dans le moment, c'est le live, le jeu avec l'audience, tout. C'est définitivement un peu différent quand on est derrière des caméras ou quand on sait qu'il y a des caméras, puis tout. Alors ça, c'est définitivement... Et ça reste, tu sais, c'est pas... ça reste du théâtre, hein, ça reste du théâtre filmé, donc ce n'est pas du cinéma. Tu sais, on ne peut pas se mentir à soi-même là, comme interprète. Je me dis pas, ah oui, je vais jouer comme au cinéma, mais non, ça reste du théâtre. Donc, tu sais, on reste comme entre 2 chaises, là. C'est ça. Voilà. J'aimerais ajouter ça parce que c'est une ligne vraiment fragile entre les codes des jeux, des théâtres, qu'il faut comme arriver, même, je dis, écoute, on ne va pas se mentir exactement, on va comme faire les choses c'est-à-dire, on ne va pas faire semblant qu'on est dans un théâtre, le théâtre est plein. Dans ce moment, j'ai fait la caméra tourner et on va voir les chaises vides. Parce que pour moi, c'est un moment qu'on a vécu en tant qu'artiste, c'était historique. C'est-à-dire, c'est la pandémie. Je voulais que dans ma pièce, dans ce moment, on voit les théâtres vides et les acteurs assis, un peu en solitude, que ça faisait aussi partie de la dramaturgie. Ça apportait beaucoup. Alors, je viens, et simplement pour finir, avec mon idée de trouver un nouvel espace, je pense que les théâtres de diffusion et l'organisme, non sais, je ne sais pas, Télé-Québec, il faudra comme avoir une autre plateforme, créer une nouvelle, c'est-à-dire des pièces en diffusion live, comme traditionnellement, mais aussi une diffusion web, mais qui soit en partenariat avec les théâtres de diffusion et les plateformes. Je pense que c'est le moment qu'une nouvelle
façon de diffuser peut être neutre. Ouais. Bien, il y a comme, en fait, dans le cinéma, il y a beaucoup cette culture de festival aussi. Ouais. On dirait qu'on aurait peut-être besoin d'un genre de festival de web-diffusion en théâtre. C'est niaiseux, mais on dirait que c'est comme une plateforme qui, en cinéma, marche très bien pour la découvrabilité des œuvres aussi. Là. Ben, en tout cas, je sais que vous n'avez pas Oui, encore pris la c'est parole. ça, j'allais venir à Marie-Claude Mais aussi. Je vais rebondir plus tard sur les festivals, mais bon, je veux pas, je pense que oui. Oui, non, c'est ça. Je voulais venir aussi à Marie-Claude parce que je suis très consciente là, qu'on est... mais je pense que c'est une bonne idée. Comme quand on parle d'opportunités, le fait qu'on a été un peu lancé dans le bain, qu'on a dû vraiment explorer ça, ça nous fait comme réaliser qu'il y a des opportunités par rapport à la webdiffusion, même, mais qu'il faudrait les innover, les conceptualiser pour qu'on puisse vraiment comme marier, puis que ça soit pas juste comme théâtre, enregistré, mais que ça soit un nouveau produit aussi. Je trouve que, merci Anna, c'est super intéressant. Marc-Claude! Le meilleur pour la fin. Non, je trouve ça super intéressant parce qu'on a vraiment une pluralité de points de vue ici. Puis moi, je vais être plus le côté producteur institutionnel, puis marketing, puisque je suis directrice du marketing. Donc, moi, je suis là en tant que DUCEP, mais je représente TAI, donc les théâtres associés, les théâtres institutionnels de 8 théâtres institutionnels de Montréal et de Québec. Et j'ai coordonné un projet avec une subvention du ministère de la Culture pour faire des expérimentations avec la web-diffusion en différé, donc en VSD. La web-diffusion cinématographique aussi, en mélangeant les codes, encore une fois, pour faire des belles captations qui sont très loin de la caméra dans le fond de la salle, tout ça. Et dans une perspective vraiment de voir s'il y a un modèle d'affaires viable à long terme, au-delà de la pandémie, au-delà de la fermeture des salles. Parce que c'était ça qu'on se faisait dire. Nous, les institutions, en début de pandémie, on était fermés. On recevait beaucoup de pression de la part des subventionnaires en disant « Faites quelque chose, réinventez-vous, faites travailler votre monde. » Puis, il y a un mythe dans la tête peut-être des subventionnaires et du public qu'une fois qu'un show est monté sur une scène, ben c'est donc bien facile, fais juste le filmer, puis là, tu vas pouvoir le diffuser à plein de gens, puis rentrer dans ton argent bien plus facilement. C'est tellement pas vrai. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est outiller les membres de TAI, puis après ça, par extension, le reste du milieu du théâtre, avec certains outils qu'on pensait qui étaient les solutions aux principaux freins qu'on avait identifiés dans la web-diffusion en VSD de théâtre. Donc, d'abord, fournir un module de diffusion à ceux qui n'en avaient pas, qu'on a fait produire en semi-open source, pour que chacun puisse diffuser sur son propre site. Première, peut-être, erreur là, a posteriori, parce que je suis contente qu'on ait quelqu'un de Télé-Québec ici, parce que ma première conclusion, ce sera que les chiffres qu'on a réussi à obtenir en termes de nombre de visionnements, c'est juste à pleurer là, par rapport à les efforts qui ont été mis dans ces productions-là, qui sont magnifiques. On a travaillé avec des gens du cinéma, donc à fort coût, là, on va se le dire, là, parce que c'est pas le métier des gens de scène de faire des métiers de la caméra. Pour après ça, un succès, c'était 1000 visionnements peut-être, puis pour une captation qui a coûté 100 000 $ sur un show qui a peut-être coûté 300 000 à monter. C'est complètement... Puis on vendait ça à 15 $ le visionnement, c'est ridicule, ça tient pas la route du tout. Donc, je pense que l'avenir de la web-diffusion, assurément, en différé est davantage dans les grandes plateformes. Ça prend nous, on est peut-être des gros joueurs en termes de théâtre, là, mais on est tout petit dans l'océan du streaming. Fait que ça prend Télé-Québec, ça prend Tout.tv minimalement pour aller chercher le public, puis la télé là, aussi. Là, je ne veux pas pitcher sur la télé. Donc, puis au niveau de la production, on a eu, c'est ça, ce qu'on voulait aussi combler comme besoin, c'était il y a un grand vide juridique que personne n'a nommé ici là aussi. Sur comment on rétribue les artistes pour quelque chose qui est les droits de suite, les droits d'auteur, les cachets qui sont tous calculés en fonction de présence sur scène, de nombre de représentations pour les acteurs, puis pour les metteurs en scène, les chorégraphes, les personnes conceptrices aussi. Donc ça, on a essayé de créer des contre-types, des modèles de rémunération, et ça, en se calquant un peu sur le monde de l'audiovisuel. Ça a été bien reçu parfois, moins bien auprès de d'autres corps de métier, puis c'est encore irrésolu. L'UDA, quand même, a été bon joueur là-dedans et tout, parce que ça change tout
tout le modèle de rémunération basé sur la fenêtre de diffusion, 3 mois, 6 mois, 12 mois, comme en télé, plutôt que sur le nombre de représentations, la jauge de la salle, qui était notre modèle en théâtre. Fait que ça, puis ensuite, où est-ce que je voulais m'en aller? La grosse équation, au bout du compte, si on se rend compte qu'au niveau de la production, il faut de la production de l'objet cinématographique / scénique, on doit déléguer beaucoup à des gens qui sont du métier, parce que c'est pas notre métier, c'est pas ultimement, c'est pas vraiment les éclairages de scène doivent être modifiés, les costumes doivent être modifiés, parfois les décors doivent être modifiés, le metteur en scène doit prendre un pas de recul, laisser de la place au réalisateur. Éventuellement, on est devant un bel objet dont on a moyennement la parenté, tu sais. Ensuite, on doit déléguer, si on veut être efficace, la diffusion, parce que nos petits nombres de visionnements sur nos plateformes ne sont pas suffisants. Fait que si on délègue la diffusion à des grandes plateformes pour aller chercher le grand public, puis après ça, on n'a pas non plus le contrôle sur l'expérience du spectateur, du consommateur, du spectateur. Donc, on a comme une genre de crise d'identité. Au bout du compte, on est qui? On fait quoi? Nous, en tant que théâtre, on ne produit pas, on ne diffuse pas, puis on ne rencontre pas notre public. Donc, c'est un peu ça le constat. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire. OK, oui, c'est parti. Donc, juste une seconde. Oui. Juste avant. Oui, vas-y. Je veux juste rappeler à tout le monde aussi dans la pièce qu'on a un tableau à l'arrière. Alors, si vous aussi, vous avez des forces, des opportunités, des menaces, qu'on n'a pas discuté, qu'on ne voit pas, puis j'ai pas le temps nécessairement d'aller vers la pièce, on va voir, c'est pour ça que je regarde, bien, ça serait bien d'aller aussi les écrire sur ça, puis on va tout prendre en compte quand on va, rédiger toute l'outil. Alors oui, merci. Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre. Pas de problème. Je rebondis parce qu'il y a vraiment un point ici qui est essentiel, qui est cette mixture entre les mondes, là, les mondes cinématographiques, là, mais aussi les contrats, puis tout ce qui concerne signer des artistes pour une web diffusion, mais filmer en théâtre. En tout cas, ça a été vraiment un gros point problématique parce que tout le monde était dans le learning curve. Fait que personne n'avait de mauvaises intentions, mais tout le monde cherchait la bonne façon de faire pour être juste envers tout le monde. Donc ça, pour nous, ça a été très problématique aussi dans les délais. Parce qu'à un moment donné, le tournage approche, il y a des dates à finir, mais là, on n'a pas les ententes ou les gens ne répondent pas au téléphone parce qu'ils sont dans le jus en train de figure it out. Donc, il y avait vraiment cette espèce de... Ça a été un gros problème. Après, je pense qu'il faut, quand on fait de la web diffusion de théâtre, et là, c'est vraiment, à mon avis, très personnel, de metteur en scène qui a décidé qu'il ferait la réalisation de tous ces trucs-là. Donc, que je prenais mon chapeau puis ma vision, puis je la cinématographiais. Je pense qu'il faut poser la question, quand on est face à ça, c'est quoi les codes que je veux garder, qui appartiennent au théâtre, puis que je veux transposer au cinéma, finalement. Parce que pour moi, une scène, même avec du public réduit, qui est filmé, puis tu sais, je veux dire, tu regardes Hamilton sur Disney, là, avec la salle pleine, puis le monde qui crie, puis qui réagisse, tu l'as le feeling de regarder du théâtre live ou de l'art vivant pour de vrai. Donc là, s'il n'y a pas cette possibilité-là, puis c'est pas une archive, mais vraiment un nouveau produit, un nouvel objet théâtre-cinéma hybride, mais pour moi, il y a vraiment cette question-là qui s'est posée à plusieurs moments, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que je veux garder de mon show qui est là sur la scène puis qui existe devant un public live? Bien, je veux garder la scéno. J'aime ma scéno, elle est superbe, elle est légère, je vais la reprendre. Je prends l'exemple de Pandora, c'était une boîte métallique qui s'allumait. Fait, encore une fois, vraiment très simple. On n'est pas du tout dans les mêmes, le TNM puis le U-Theater. Pas en même game, mais bon. Donc, c'est ça, c'était comme de garder, OK, je veux garder cette scéno-là, mais comment je vais l'exploiter avec une caméra? Moi, j'avais fait le choix aussi de ne pas faire de cut pour justement garder ce feeling de live. C'est-à-dire que quand on disait action, si à 37 minutes dans le show, l'actrice, l'acteur se trompe, bien, je recommence. Donc, c'était comme couper et on repart du début.
Oh, OK. Donc, il y avait un vrai stress de performance. Moi, j'ai eu des équipes de cinéma qui m'ont dit « j'ai jamais été stressée de même de ma vie », dont un caméraman qui devait porter une caméra pendant 63 minutes pour faire le plan séquence. Donc, c'était comme plein de challenges pour tout le monde, mais donc, ça créait une symbiose puis une volonté de travailler ensemble puis de comprendre le médium de l'autre, c'est-à-dire l'acteur, déjà, s'adresser à une cam directe comme ça, là, tu sais, là, les acteurs de théâtre étaient comme « Ah, j'ai jamais fait ça, au secours, je me sens pas bien ». Travailler ça, mais avant ça, avoir été en répétition, vraiment de façon super 100% théâtrale. Moi, je savais dans ma tête où je plaçais ma cam, donc déjà, je donnais des pistes, mais tu sais, de vraiment trouver c'est quoi le produit hybride qu'on veut consommer, puis qui va justement se rendre dans des plateformes. Parce que après ça, moi, là, on est à 13 awards, je pense, pour Pandora, qui est dans des films, là, dans des festivals de films. Ça a été diffusé partout, vraiment, parce que là, c'était la pandémie, fait qu'on ne se rendait pas sur place, mais c'était diffusé dans les film festivals. On a gagné le prix Numix de la meilleure web diffusion jeunesse. Tu sais, fait que c'était juste parce que le format, il était différent. Moi, je pense vraiment que on se posait les questions. OK, c'est pas mon éclairage de show, je peux pas le prendre. Je m'en allais à tourner avec ça, c'était des néons. Ça fonctionnait pas. Ma gang de caméras de cinéma était comme, ça va être laid à mort là, si tu illumines ton équipe avec ça. Donc, il fallait, tu sais, comme combiner puis prendre les forces d'une équipe, l'équipe cinéma, puis les forces de l'équipe théâtre, puis essayer de faire un nouvel objet. Fait que je pense vraiment que c'est là-dessus que je pense que si on veut vraiment développer de la web diffusion puis créer une plateforme, parce que là, même chose, on a cette plateforme qui s'appelle YouDigital, mais qui est spécifiquement pour les œuvres du YouTheatre et qui remonte à genre Tuège en 2018, je pense, avait fait un colloque sur les arts numériques. Théâtre Uni, Enfance, Jeunesse, s'était posé déjà un peu les questions, puis il y avait eu des enveloppes du calque qui avaient été remises aux compagnies pour les aider à numériser leurs œuvres et à remplir cette bibliothèque virtuelle d'œuvres théâtrales québécoises qui est très mince puis qui n'existe pas. Donc, avec ce débat-là qui avait commencé, je pense que c'est ça en 2018, on s'était déjà nous dit, bien, comment on peut faire des captations intéressantes qui peuvent vraiment engager un public, pas en mode je suis un diffuseur puis je l'observe, est-ce que je vais le prendre, en me l'imaginant, comment va avoir l'air cette pièce-là sur ma scène, tu sais, mais vraiment une œuvre en soi. Fait qu'on était déjà dans cette réflexion-là que la pandémie a juste poussé et accéléré finalement. Donc voilà, donc moi je pense qu'il y a cette question-là de comment vraiment on mixe les deux puis on crée un nouveau genre de web diffusion. Alors oui, merci beaucoup Véronique. Je vois Nicolas qui... Oui, je prends. OK. Ben, j'ai l'impression que depuis que j'ai passé le micro, on est tombé dans le registre total de la web diffusion en différé. Donc, avec l'expérience de Anna, et là, ce qui ressort, et pour avoir été aussi sur des plateaux, c'est que là, on tombe dans le mode on devient un plateau de tournage. Ce qui est complètement différent de la web diffusion en live. Donc, j'ai comme l'impression que le tableau, il faudrait quasiment qu'il soit comme dédoublé, et qu'on fasse les pour et contre du live streaming et pas seulement, et donc le live, quoi, il y a la création live, c'est-à-dire, est-ce que ça se passe en ce moment, pendant qu'on le regarde? Et il y a aussi le rendez-vous, le point de vue du diffuseur. L'Opéra de Paris, au début de la pandémie, avait fait l'exercice, il avait mis une œuvre du répertoire, je ne me rappelle plus de l'œuvre, mais ils avaient mis une œuvre en ligne, en différé pendant 2 semaines, ça n'a pas vendu. Après, ils ont fait rendez-vous vendredi soir à 19h, comme vous aviez fait avec Robert Lepage. C'est là que tu peux le voir. Comme dans le concept de Je vais au théâtre, c'est là. Donc, il y a le live du public, qui n'est pas nécessairement le live du show, hein, parce que, je veux dire, bon. Et il y a les 2 lives, qui sont l'exemple le plus rare, en fait, qu'on a très peu expérimenté au théâtre, au Québec. Donc, j'ai comme l'impression qu'il faut toujours distinguer les choses. Parce que quand j'entendais Anna comme comédienne, justement, elle parlait de... Moi, ma relation à être filmé dans un show de théâtre, bien, déjà, je fais du théâtre qui n'en est pas parce que j'ai pas de public, puis je fais du cinéma qui n'en est pas parce qu'on n'a pas les moyens, les budgets, les équipes, tout ça. Donc, ça, c'est un cas particulier, mais si elle avait joué, par exemple, un spectacle de théâtre et il y avait eu une web diffusion à 8 caméras en même temps, bien, elle aurait performé la même chose à la caméra qu'elle performe au public. Donc, c'est pas la même expérience, même pour les comédiens. Donc, et même au niveau des coûts aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en web diffusion différée,
on est à l'arrêt, on cote. Donc, on cote, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se ramasse avec des disques durs qui se remplissent à finir. On se ramasse avec des post-productions. C'est ça qui augmente les coûts. C'est la post-production et c'est l'infinie liberté qu'on a à dire « Non, je vais mettre ça avant ça, je vais mettre cette musique-là. » c'est tout d'un coup un nouveau genre. Tandis que la web diffusion live, encore une fois, elle ne fait que regarder avec d'autres yeux ce qu'on produit pour le public théâtral traditionnel. Et moi, je n'ai pas de... Je ne suis pas en train de dire que j'ai une préférence. C'est vraiment juste deux mondes complètement différents. Et c'est super important à chaque fois qu'on dit... Moi, je vais comme continuer à insister. À chaque fois qu'on parle de web diffusion et de pour et de contre, il faut toujours qu'on mentionne si on est dans la chaise du cinématographique qui refilme, restoryboard, refait l'œuvre, ou de l'équipe de captation qui doit venir être témoin avec le public de quelque chose qui va maintenant être disponible à des gens qui ne sont pas dans cette ville-là à ce moment-là, mais qui vont pouvoir le voir en même temps. Donc, que ce soit au niveau du diffuseur, du modèle d'affaires, tout ça, à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Mais ce que moi, je pense qui est le plus proche du théâtre, c'est le live, parce que c'est à cette heure-là, tu t'assois, puis tu l'écoutes, puis tu vois ce que le public voit. Puis si le comédien s'enfarge, ben tu vis avec. Puis s'il y a un problème technique, puis s'il perd la voix, ben tu vis avec ça. Maintenant, est-ce que c'est meilleur à consommer? Bon, là, ça c'est discutable. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est un produit cinématographique, c'est plus le fun à consommer. Sauf qu'on s'en va, pour finir ma longue parenthèse, on s'en va vers un développement de compétences. La pandémie, elle a servi à ouvrir plein de possibilités. On s'est pété le nez, on a aimé ça, on a moins aimé ça, mais on développe des compétences en tant que théâtre, en tant que diffuseur, en tant qu'artiste, en tant que producteur. Et on va devenir de plus en plus apte à faire ces choix-là, à faire ces distinctions-là. Et aussi les innovations technologiques qui vont rendre le live streaming plus immersif ne sont pas apparues encore, on ne les a pas eues. Donc, moi, je peux vous dire que je suis témoin de développeurs logiciels, microphoniques, en bisonnie, multicaméra, où le public va pouvoir choisir son angle de caméra, va pouvoir aller lui-même écouter plus proche de tel comédien, tout ça. Donc, toutes les innovations technologiques qui vont rendre plus interactive l'expérience live du live stream, on ne les a pas encore consommées. Elles sont à venir et ça va rendre ce produit-là, parce que je pense qu'il n'a pas été très intéressant pendant la pandémie, parce qu'on développait la compétence. Et parce que faire ça en live, personne n'avait cette compétence-là, ni les équipes cinéma, ni les équipes de théâtre. Parce que les équipes cinéma, c'est, ben non, cut, OK, on reprend la shot. Ils ne sont pas habitués à, ben là, on a 1 heure, c'est là. Donc, pour que le live stream devienne un objet que je pense qu'il va devenir, il faut lui laisser le temps de devenir un médium à part entière. Tandis que le web différé, ben lui, ça va être toujours collé au médium du cinéma. Ça va être un hybride entre le plateau de tournage et l'équipe théâtrale. Donc, c'est un médium qui existait déjà. C'était celui du plateau de tournage. Je veux juste préciser une chose par rapport au live stream, parce que on a commencé par le live stream, en fait, au Youth. On a d'abord fait ça sur Facebook pour les ados à un moment donné, tout ça. Puis c'est ce qui a donné l'idée de faire la même chose, mais de façon cinématographique, dans le sens où c'était des coûts énormes. C'est comme si on payait une prod pour 100 personnes connectées en ligne. Le même problème qu'on a vécu, c'était tout à fait non viable. C'était comme sync la compagnie, la mettre direct dans l'eau, fini. Donc, il a vraiment fallu juste repenser ce modèle-là. Donc, ça, c'est une chose que... puis finalement, je voulais juste préciser aussi, quand je parle de take, les takes qui sont disponibles en ce moment, ils se sont trompés, les acteurs. On garde cette idée de live vivant aussi, dans le sens où quand tu regardes ce qui est disponible sur Télé-Québec en ce moment, ben tu vas le sentir, à un moment donné, Léonard, elle se trompe, il y a 2-3 affaires, mais c'était correct. C'était plus si, mettons, tu vois la perche. Ben là, tu fais comme non, OK, on reprend. Mais, tu sais, il y a eu... En tout cas, c'est ça, je voulais juste préciser ça, mais le live stream, on l'a essayé, c'était juste trop cher. Fait que je suis assez d'accord que le modèle, en ce moment, il est comme pas... Il est pas viable, mettons. Alors, j'allais juste dire que c'est toujours intéressant de faire un exercice comme ça, parce qu'on peut voir aussi c'est quoi les réalités des différents types d'institutions, parce que quelque chose qu'on se dit, bon, mais pour moi, c'est un
produits absolument différents. Il faut qu'on sépare, il faut qu'on fasse. Mais pour vous, la réalité, c'est ça, c'est le produit que j'offre, mais je ne peux plus l'offrir parce que quand je fais ça, une de mes faiblesses, c'est que ça coûte extrêmement cher de faire ça, tu sais, même en live, puis pour 100 personnes qui vont se connecter. Alors, j'ai dû commuter, puis oui, ça fait des hybrids, ça fait des différents produits, puis on est rendu que tout ça, c'est pour faire une réflexion aussi stratégique sur c'est quoi le futur de ça. Puis quand tu parlais tout à l'heure de, tu sais, Ambasonics puis tout ça, moi, je suis beaucoup dans le digital, mais je suis beaucoup aussi dans le metaverse, le Web3. Ouais. Puis j'ai vraiment beaucoup accompagné des gens qui préparent, tu sais, des concerts, mais dans le Web3. Alors, c'est comme dans le métavers ou quelque chose. Puis là, c'est complètement différent parce que comment tu fais vivre ça? Alors, on s'en va vraiment, tu sais, vers, OK, est-ce que c'est un différent produit? Est-ce que c'est comme une augmentation du produit qu'on offre maintenant? Est-ce que c'est... Puis en faisant cet exercice-là, je trouve que c'est vraiment des pistes super intéressantes que vous dégagez toutes. Alors, oui, je vous... Gabrielle. Bien, en fait, je voulais répondre à ça en disant, pour moi, que ce soit en web diffusion ou en différé, puis c'est ça, on a vécu les deux quand même, une chose qui est essentiel, c'est que cette notion de web diffusion soit présente dans la démarche dès le départ. Oui. Parce que c'est quand, je pense, quand on fait juste monter un spectacle et que la web diffusion arrive à la fin, que là, tout d'un coup, bien, c'est là que ça vient plaquer, puis c'est là qu'on a un décalage, puis c'est là où, tu sais, parce que c'est vrai qu'il y a un ajustement au niveau du jeu d'acteur. Moi, je vois aussi dans la captation qu'on a fait, il y a un ajustement au niveau du jeu d'acteur, mais tu vois, moi, j'ai quand même trouvé mon plaisir parce qu'on avait une proposition hyper réaliste qui se prêtait bien à la web diffusion à la base. Nous, on était chanceux, on avait vraiment un show qui ne tenait pas compte du quatrième mur, bien pas du quatrième mur, mais qui avait un public en L, avec vraiment comme on était de dos au public, puis tout ça, fait qu'on avait vraiment déjà une proposition hyper réaliste qui se prêtait bien au cinéma. Mais je pense que c'est vraiment pas tous les spectacles de théâtre, puis on a pu le voir à travers la pandémie, qu'il y avait des propositions théâtrales qui avaient été faites et filmées, qui ne se prêtaient pas à ce médium-là comme ça avait été fait, parce qu'il n'avait pas été réfléchi de cette façon-là à la base. Et je pense que même en streaming live, il y a ça aussi, tu sais, de réfléchir les shows qu'on monte pour ce streaming-là aussi, tu sais, même si... C'est là aussi, c'est de trouver la balance entre l'offrir au public qui est là, tu sais, on a un streaming live avec du public, l'offrir au public qui est là, mais aussi réfléchir à la captation qui est faite en streaming. Fait que c'est comme vraiment C'est une production qui se rajoute dans la production, effectivement. Oui, définitivement. C'est vraiment comme un... Puis donc, il y a une adaptation au niveau des financements aussi, parce que là, ce qui est moi, je vis comme enjeu, puis là, c'est là où j'essaie de plus travailler en ce moment, c'est d'aider les gens à adapter leurs demandes de subvention. Donc, ça m'a pris 10 ans à comme administrer ma compagnie, comprendre comment bien faire des budgets, des échéanciers, tout ça. Puis là, tu es en train de me dire qu'une résidence technique, c'est plus suffisant. Ça prend une résidence de captation. Donc, effectivement, il va falloir que les modèles de financement, les modèles de diffusion et de production évoluent pour venir insérer une nouvelle phase. Moi, je l'appelle la résidence technologique, là, parce que la résidence technique, on en a toujours de besoin. C'est l'éclairage, la musique, tout ça. Mais là, une fois que tu as ta résidence technique, c'est là que tu peux faire une résidence technologique avec des caméras, avec des micros pour ta captation. Puis là, tu mets ça où? Tu mets tout ça dans ton budget de documentation. Là. Normalement, je mettais 700$, je payais mon cousin. Puis, tu sais, ah non, ça va coûter 10 000. Oups, tu sais, bon. Fait que, OK, mais là, comment on fonctionne? Je fais une demande en théâtre pour ma création, puis là, je dois aller en numérique pour la captation? Est-ce qu'ils vont... Et là, ben, on est comme en attente de savoir qu'est-ce que les bailleurs de fonds vont faire post-pandémie parce que là, je veux dire, pendant la pandémie, c'était le party, là, c'était comme si tu as des idées numériques, viens au buffet, mais tu sais, là, c'est comment on va arrimer l'ancien monde à la post-pandémie et au fait que maintenant, les gens ne veulent plus retourner en arrière avec la Sony qui ne marche pas, puis la captation que tu n'es pas sûr. Tu sais, hey, j'ai du multicam, là, maintenant, moi, je ne reviens pas en arrière. Et pour cause, c'est que ça a un impact sur ta visibilité, sur ta promotion. Donc, comment les gouvernements vont continuer à supporter les compagnies? Et est-ce que c'est le rôle du théâtre? Parce que là, est-ce qu'on rajoute encore ça sur le rôle de la compagnie de création? Ou c'est le diffuseur qui, lui, a l'enveloppe de web diffusion et qui dit, gars, ben nous, dans ton cachet de diffusion, ben on va rajouter, tu vas venir une semaine de plus en résidence, puis ça va être avec l'équipe de cinéma à la fin de ta résidence technique. Tu sais, il y a des solutions,
Mais ça prend des moyens, puis ça peut pas juste être à l'artiste d'y penser dans sa demande de subvention à recherche-création à 15 000. Tu sais, je veux dire, fait qu'il va falloir qu'on active en écosystème, là. Moi, je pense que le nerf de la guerre, ça demeure la portée, parce que les gouvernements ne voudront jamais financer des super belles captations magnifiques si c'est pour les montrer à 3000 personnes, tu sais. C'est ça. Puis c'est utopique de penser qu'avec chacun sa petite plateforme, ou même si on se regroupe, nous autres ici aujourd'hui, puis on en fait une, qu'on va être capable d'avoir le reach dans l'environnement concurrentiel du streaming actuel. Fait que, tu sais, puis ça fait un lien avec la conférence d'un matin sur la découvrabilité, puis sur les GAFAM qui ont un nouveau nom, là, mais, tu sais, je veux dire, puis là, à un moment donné, on va perdre le contrôle encore plus de notre diffusion si on va là, mais au moins, on va s'assurer que ça puisse, ces beaux objets artistiques-là vont pouvoir rencontrer tout le grand public à l'international, tu sais, qui mérite. Mais je pense que c'est, du point de vue de mon expérience en ce moment, que c'est utopique de penser qu'on va y arriver de façon éclatée, atomisée, là, comme ça, en ce moment. Je suis d'accord. Alors oui, je vais juste dire, parce qu'on approche à la fin, je pense qu'il nous reste environ 3 minutes, mais je pense qu'on pourrait parler de ça pendant comme des heures, parce qu'il y a beaucoup de choses à comme démêler un peu, puis de voir, mais je pense que même juste de voir le tableau, là, si vous retournez, je sais pas, parce que vous étiez comme ça, là, mais si vous retournez, là, vous pouvez voir comme, c'est clair de voir qu'on a vraiment des belles forces, qu'il y a énormément d'opportunités, mais que, tu sais, on parlait de financement post-COVID, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va se trouver, de redéfinir peut-être, tu sais, les rôles en temps de théâtre. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de force en termes de qu'est-ce qu'on a vu autour de la table, puis aussi, tu sais, je suis sûre, toutes dans la pièce, je suis désolée qu'on n'a pas vraiment pu interagir un peu plus avec vous aussi, mais je pense qu'il y a un beau travail stratégique à faire par rapport à, ça va être quoi le futur de la web diffusion pour... Alors, oui, je vous laisse regarder ça. Je pense que je vais... Oui, merci beaucoup tout le monde. Merci vraiment, c'était apprécié, très intéressant.